Bienvenue dans L'amour dans les égouts sur notre chaîne C'est entre nous. On a tous, je pense qu'on a tous entendu cette phrase au moins une fois, non? Ah bah ça oui, la fameuse phrase qui tombe comme une sentence. Voilà, exactement, cette espèce de sentence irrévocable qui dit que, en gros, les relations à distance, c'est là que le romantisme va doucement mourir. Ouais, l'endroit où les couples vont pour s'éteindre, quoi. C'est ça, il y a vraiment cette idée reçue tenace, une sorte de fatalité collective en fait. On se dit tous que vivre loin de l'autre, c'est juste une condamnation absolue. Ah, c'est clair, on imagine direct le pire. Bah oui, on s'imagine la peur de l'oubli, la paranoïa de l'infidélité, et puis surtout ce manque physique, tu sais, ce truc insupportable qui finirait par ronger les fondations du couple. Totalement. C'est l'angoisse classique. Sauf que, et c'est là que ça devient passionnant, notre exploration des sources d'aujourd'hui va complètement renverser cette perspective. Et pas qu'un peu, hein. Ouais, pas qu'un peu. Parce que, et si les données nous montraient que des couples qui vivent genre à 5000 km d'écart communiquent en réalité beaucoup mieux? Hmm. Qu'ils se font une confiance bien plus radicale que des couples qui partagent exactement le même lit tous les soirs. Je suis vraiment curieuse de décortiquer ça. C'est un paradoxe fascinant, c'est clair. Et c'est exactement ce que révèlent les documents qu'on a épluchés pour aujourd'hui. Alors, notre source principale, elle vient d'où exactement? Alors, elle s'appuie sur le travail d'un spécialiste des relations qui s'appelle Lucas. Et à travers ses analyses et tous les témoignages qu'il a recueillis, on découvre une réalité vraiment contre-intuitive. C'est-à-dire? En fait, la distance, c'est pas forcément cette salle d'attente douloureuse où on espère juste des jours meilleurs. Ouais, le fameux vivement qu'on se retrouve, quoi. Voilà. Dans de très nombreux cas, ça agit plutôt comme un puissant catalyseur. Ça force une communication, une honnêteté et même une créativité totalement inédite. Et c'est là que ça devient super concret. Parce qu'on parle pas de concepts abstraits lâchés dans le vent. Non, pas du tout. Les sources nous donnent des exemples de personnes qui ont littéralement hacké la dynamique de la séparation géographique. C'est le mot, ouais. Ils ont piraté le système. Mais prenons le point de départ de tout ça. Le quotidien, quoi. Quand on est en couple, la majorité de notre sentiment de sécurité, il vient de la présence physique. On est d'accord, hein? Ah bah totalement. C'est le socle. C'est le fait de voir l'autre dans la cuisine, de sentir sa main, de savoir qu'il est juste dans la pièce d'à côté. Et quand on enlève cette béquille physique, le vide peut sembler vertigineux. Absolument. C'est ce qu'on appelle le déficit de physicalité. L'être humain, il faut savoir qu'il est câblé neurologiquement pour trouver de l'apaisement dans le contact. Le contact et la vue, non? Ouais, et la proximité visuelle aussi. Donc quand cette proximité disparaît d'un coup, le cerveau il déclenche des signaux d'alarme. Et c'est là qu'on observe le premier écueil classique. Ah, le fameux piège dans lequel tout le monde tombe. C'est ça. Et c'est parfaitement illustré par l'un des cas d'étude du dossier du cas. Celui de Léa qui a 29 ans et Antoine, 31 ans. Oui, je me souviens de leurs notes, elles sont hyper révélatrices. Pour te resituer, ils sont ensemble depuis 5 ans, mais séparés physiquement depuis 2 ans à la suite d'une mutation d'Antoine à l'étranger. Et au début de leur séparation, ils ont fait exactement ce que tout le monde conseille de faire en fait. S'appeler tous les jours. Voilà, ils s'appelaient tous les jours. C'est censé être la règle d'or des relations à distance, non? En théorie, ouais. Et pourtant, Léa explique dans le document que ces appels quotidiens, ils les éloignaient presque davantage. Je t'avoue que ça m'a vraiment surpris. Je veux dire, s'appeler tous les soirs, c'est l'effort maximum, non? Pourquoi est-ce que ça échouait totalement à combler leur manque? Parce qu'il faut comprendre la psychologie derrière l'acte de communiquer, en fait. Un appel qui sert uniquement à faire le compte-rendu mécanique de sa journée. Genre, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait ci au travail, j'ai mangé ça à midi, je suis super fatigué ce soir. Ça perd extrêmement vite de sa substance émotionnelle. Ah oui, je vois. Ce n'est plus de la connexion, c'est de la logistique narrative. On se transforme en un simple fil d'actualité pour l'autre, tu vois. Logistique narrative, j'adore l'expression, c'est tellement ça. On devient juste un journal télévisé pour son partenaire. Exactement. Le manque restait béant pour eux, parce qu'ils confondaient le fait de se donner des nouvelles et le fait d'être présent l'un pour l'autre. C'est une distinction brillante, ça. Donner des nouvelles versus être présent. Et c'est là qu'ils ont opéré un changement vraiment stratégique, non? Ouais, ils ont mis en place l'instauration de rituels immuables, mais des rituels hyper intentionnels. Ils ont arrêté de se reposer juste sur ce fameux appel du soir par défaut? C'est ça. Ils ont instauré par exemple un vrai café du dimanche matin en visioconférence. Mais pas le truc à l'arrache, hein. Non, pas du tout l'appel vidéo à la va-vite en pyjama pendant qu'on fait la vaisselle. Un vrai rendez-vous. Et ce qui est crucial là-dedans, c'est l'architecture psychologique du rituel, d'après les sources. Exactement. En sanctuarisant ce moment, ils recréent un espace psychique commun. La caméra est posée, ils ont tous les deux leur tasse, et pendant 1 heure, ils ne font rien d'autre que d'être ensemble. Juste être là. Voilà.
Et ils ont aussi ajouté d'autres trucs, comme l'envoi de lettres manuscrites ou des rendez-vous virtuels pour regarder un film en simultané. Oui. Le truc du film, c'est génial. D'ailleurs, en lisant cette partie, il y a une image qui m'est venue en tête. Je sais pas ce que t'en penses, mais vivre ensemble sous le même toit, c'est très souvent comme être en pilote automatique. Hmm, c'est une bonne image, ouais. Tu vois, on est côte à côte dans la voiture, on regarde la même route, on est dans le même habitacle, mais on se parle pas vraiment. On laisse juste la routine conduire le véhicule. C'est tellement vrai. On scrolle sur nos téléphones affalés sur le même canapé et on appelle ça passer du temps ensemble. Alors que la distance, au contraire, c'est l'obligation de repasser en conduite manuelle. L'analogie est parfaite. Et c'est très exactement le constat que dresse Antoine dans le document de Lucas. Ah oui, Il explique que la distance a rendu leur relation infiniment plus mature, précisément parce qu'ils ne pouvaient plus du tout se contenter d'une cohabitation passive. bah oui, chaque passage de vitesse demande une action consciente, du coup. On peut pas juste s'appuyer sur le fait de partager le même code Wi-Fi pour prouver qu'on s'aime. Et c'est pour ça que ce fameux rituel du film regardé en simultané est si puissant. Parce qu'on pourrait se dire, à quoi bon regarder un écran chacun de son côté, hein? Oui, ça paraît un peu artificiel vu de l'extérieur. Sauf que l'enjeu, c'est pas le film. L'enjeu, c'est de synchroniser ses émotions en temps réel. C'est le fait de rire exactement à la même seconde, de sursauter ensemble. Ah ouais, de vivre le même frisson. C'est ça, d'avoir soudainement un sujet de conversation hyper frais et commun, qui n'est pas juste ce fameux résumé chronologique d'une journée vécue loin de l'autre. C'est la création artificielle, certes, mais redoutablement efficace, d'un présent partagé. Mais alors, là où je trouve que ça se complique, parce que, bon, un café le dimanche matin en visio, c'est faisable quand on a une certaine maîtrise sur l'emploi du temps de l'autre, tu vois? Ouais, bien sûr. C'est de la logistique avancée, on va dire. Voilà. Mais que se passe-t-il quand ton partenaire est totalement injoignable? Quand tu perds absolument tout contrôle sur ce qu'il fait le reste de la semaine? Ah, là on change de dimension. C'est ça. On passe de la simple gestion d'agenda à la dimension la plus vulnérable et terrifiante du couple, en fait. L'absence totale de contrôle. Et c'est effectivement là que la vraie nature de la confiance est testée. Ce qui nous plonge direct dans le deuxième cas pratique exploré par Lucas, celui de Sarah, 34 ans, et Mathieu, 36 ans. Une situation bien plus extrême pour le coup. Ouais, 8 ans de vie commune au compteur, et là, bam, 18 mois de relation à distance parce que Mathieu est militaire et part très souvent en mission de terrain. Donc on parle de périodes de séparation hyper longues, de fuseaux horaires complètement chaotiques, et j'imagine de semaines entières de silence radio forcé, non? Exactement. C'est littéralement le terreau idéal pour que l'anxiété relationnelle explose. Mais de fou, hein? Et pourtant, la dynamique qui s'est installée entre eux dévoile un phénomène psychologique d'une profondeur vraiment rare. Alors je dois t'avouer un truc, j'ai été hyper sceptique en lisant le témoignage de Mathieu au début. Ah bon? Pourquoi? Il y a cet adage populaire qui dit loin des yeux, loin du cœur, tu vois. Et Mathieu, lui, il affirme textuellement que c'est l'impossibilité absolue de contrôler Sarah qui les a rapprochés. Que ça a créé un sentiment de sécurité immense. Et ma première réaction en lisant ça, ça a été de me dire, mais c'est une façon super romancée de cacher qu'il est mort de trouille, non? C'est une réaction super compréhensible. Je veux dire, comment est-ce que le fait d'abandonner absolument tout contrôle peut générer de la sécurité? Ça n'a pas de sens. C'est tout à fait normal d'être sceptique, car ça heurte complètement notre intuition de base. Dans une cohabitation classique, on a l'illusion de contrôler la relation. Oui, parce qu'on sait à quelle heure l'autre rentre, avec qui il traîne. Voilà, on voit avec qui l'autre interagit au quotidien, mais en fait, ce n'est qu'une illusion. À distance, et particulièrement dans le cas d'un déploiement militaire où on ne sait rien du tout, cette illusion, elle est pulvérisée. C'est le vide intersidéral. Et Mathieu explique qu'ils ont dû opérer un véritable saut de la foi. Un saut dans le vide, quoi. C'est ça. Puisqu'il est techniquement impossible de vérifier quoi que ce soit, la confiance n'est plus juste une simple absence de doute. Elle devient un choix actif et vraiment conscient. C'est fou. Il utilise d'ailleurs cette expression hyper frappante dans le document. Il dit qu'ils ont dû choisir de croire en l'amour. C'est beau, hein? Vraiment. Ce n'est plus un sentiment passif dans lequel on baigne confortablement, c'est une décision qu'on renouvelle tous les matins en se levant. Et le paradoxe se dissipe totalement quand on comprend que la jalousie ou l'anxiété se nourrissent très souvent des petites zones d'ombre du quotidien. Ah, intéressant. Quand l'ombre recouvre tout à cause de la distance, essayer de contrôler l'autre devient tellement épuisant psychologiquement qu'on est juste obligé de lâcher prise. Parce que sinon on devient fou. Exactement. Et ce lâcher-prise radical, lorsqu'il est honoré par les deux partenaires, bien sûr, ça crée un socle de sécurité inébranlable.
Mais pour tenir sur ce socle, j'ai vu qu'ils ont dû jeter des ancres en quelque sorte. Tout à fait. J'ai beaucoup aimé leur méthode de projection constante dans l'avenir. Lucas explique qu'ils préparent systématiquement le prochain moment qu'ils passeront ensemble. Même si ce moment, il est dans 6 mois. Ouais. C'est une technique de résilience psychologique très connue, en fait. Non. C'est une belle image. Le cerveau supporte beaucoup mieux l'attente et l'inconfort si ceux-ci sont encadrés par un horizon positif et précis. Mais attention, ils ne se contentent pas juste d'attendre passivement l'avenir. Non, c'est vrai. Pour pallier le déficit sensoriel dont on parlait tout à l'heure, ils ont fait preuve d'une sacrée ingéniosité. Avec leur boîte à souvenirs, oui. Oui, j'ai adoré ça. Une vraie boîte physique, tangible, remplie de petits mots écrits à la main, de tickets de cinéma, de leurs anciens rendez-vous, d'un vêtement imprégné du parfum de l'autre. Ça paraît tout bête, mais c'est surpuissant. Mais grave. Dans notre monde hyper numérisé où on s'envoie, 200 messages WhatsApp par jour qui disparaissent dans un fil invisible, revenir à l'objet matériel, ça change absolument tout. Et il y a une vraie raison neurobiologique à ça, tu sais. Ah ouais. Ouais. Toucher un objet matériel qui a appartenu à l'être aimé, ou même lire une lettre manuscrite, ça ne stimule pas du tout les mêmes zones du cerveau qu'un écran rétroéclairé. C'est logique en même temps. L'écriture manuscrite, elle porte la trace physique du corps de l'autre, non? Exactement. La pression du stylo sur le papier, l'hésitation, la rature, et le parfum sur un vêtement, c'est encore plus direct, ça déclenche le système limbique. Le siège de la mémoire émotionnelle. Voilà, de façon immédiate et fulgurante. Le matériel vient littéralement pirater le cerveau pour simuler la présence de l'autre. C'est fascinant. Mais alors, il y a un autre domaine où le matériel manque cruellement, et pas qu'un peu. Ah, je vois où tu veux en venir. L'intimité sensuelle et sexuelle. Et là encore, je vais me faire l'avocate du diable une seconde. Je t'en prie. Les sources racontent que Sarah et Mathieu ont su préserver cette intimité sans aucun tabou. Ils partagent des fantasmes par messages vocaux, ils font des appels coquins. Oui, Honnêtement, en lisant ça, je me suis dit que ça devait être atrocement gênant au début, non? Enfin, s'entendre parler comme ça, se retrouver tout seul dans son salon, à dicter ses envies au téléphone. Comment on dépasse cette gêne? c'est une excellente question. Et Lucas l'aborde de front dans son analyse d'ailleurs. C'est extrêmement gênant au début, oui. Ah, on est d'accord. Précisément parce qu'on est privé de l'intelligence du corps. Dans une relation de proximité physique, l'intimité sexuelle se passe très souvent de mots, en fait. C'est vrai, un regard, un toucher, un changement de respiration, ça suffit pour initier les choses. Le langage corporel fait 90% du travail. Exactement. D'une certaine manière, on se cache derrière le corps. C'est tellement ça. Le corps absorbe la gêne. Mais à distance, tu ne peux plus te cacher. Tu es obligé de verbaliser des désirs qui, d'habitude, restent silencieux. Sarah et Mathieu ont dû littéralement apprendre à décrire leurs envies avec un vocabulaire hyper précis du coup. Et cet exercice requiert une vulnérabilité immense, une honnêteté radicale. Il faut surmonter la honte de s'entendre dire ces choses à voix haute. C'est un exercice de style, presque. Mais une fois que ce mur de la gêne est franchi, le bénéfice est spectaculaire. L'intimité physique se transforme en une intimité psychologique hyper profonde. Tu m'étonnes. Si tu es capable d'exposer tes fantasmes les plus bruts, à voix haute, à quelqu'un qui est situé sur un autre continent, le niveau de confiance et de complicité que tu atteins devient quasiment indestructible. C'est limpide. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'en forçant le trait sur les difficultés, la distance agit vraiment comme une loupe. C'est un excellent résumé. Et ce qui est merveilleux dans ce décryptage de Lutta, c'est qu'à la fin de ses travaux, il extrait une sorte de méthode universelle. La fameuse boîte à outils. Voilà. Et le plus fou, je trouve, c'est que cette boîte à outils de l'amour à distance, elle s'applique de manière foudroyante à n'importe quel couple. Même ceux qui dorment ensemble tous les soirs, en fait. Ah bah oui, car Lucas ne parle pas de petites astuces romantiques de surface, genre envoyer des fleurs. Il propose une véritable architecture de la communication émotionnelle. Alors, il y a 3 ou 4 piliers majeurs dans sa conclusion. Le premier, on l'a un peu effleuré, c'est de privilégier l'incarnation plutôt que l'information pure. C'est-à-dire remplacer le texto froid par la note vocale. Exactement. Entendre l'intonation, le petit raclement de gorge, le rire au bout du fil, ça change totalement la nature du message. C'est plus juste du texte sur un écran. Le deuxième pilier, et ça c'est super contre-intuitif, insiste sur la valeur des banalités. Ah oui, ça m'a marqué. On pense souvent à tort que, vu qu'on a peu de temps pour se parler à distance, il faut absolument avoir des conversations hyper profondes et philosophiques. Rentabiliser le temps d'appel, quoi. Voilà, alors que Lucas prouve exactement l'inverse.
Maintenir l'intimité émotionnelle, c'est savoir que l'autre a raté son bus ce matin. Qu'il a mangé un mauvais sandwich à midi ou qu'il a croisé un chien super drôle dans la rue. C'est ça, c'est la texture même du quotidien qui tisse la trame de la vie commune. Si on ne partage que les grands événements marquants, on devient des correspondants de presse, on n'est plus des partenaires de vie. Des correspondants de presse, c'est tellement vrai, mon Dieu. Mmh. Mais s'il y a un seul point de toute cette analyse que je veux vraiment graver dans le marbre aujourd'hui, c'est le conseil de Lucas sur la gestion des conflits et de l'insécurité. Le troisième pilier donc. Pour moi, c'est une véritable leçon de maître. Il insiste sur la nécessité vitale d'exprimer ses peurs, mais sans aucune accusation. C'est le nerf de la guerre. Il souligne la différence colossale entre dire « j'ai peur quand tu es loin » et dire « pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» Et c'est particulièrement destructeur à distance, cette différence. Parce que l'écran ou le téléphone agit comme un amplificateur d'agressivité. Mais pourquoi le cerveau fait-il cette distinction si nette en fait? Imaginons la scène, mon partenaire laisse un message en vue pendant 4 heures. L'anxiété monte. Pourquoi la phrase « pourquoi tu m'ignores » est-elle si toxique comparée à un simple « je me sens inquiète » ? Parce que cela touche directement au mécanisme de défense de l'ego. Dans la phrase « pourquoi tu ne m'as pas répondu » ou « pourquoi tu m'ignores », tu endosses directement le rôle du procureur. Tu attaques. Tu postules que l'autre a une intention blessante, tu l'attaques, et tu exiges qu'il justifie son comportement. Et donc en face ? La réaction immédiate et purement reptilienne de la personne en face, même si elle n'a absolument rien fait de mal, ce sera de se mettre sur la défensive. Voire de contre-attaquer. Exactement. Le conflit éclate, et à distance. Tu n'as pas la possibilité de faire un simple câlin pour désamorcer l'escalade, tu vois. Ah ouais, le fameux câlin réparateur, il n'existe plus. On reste bloqué sur sa colère. Voilà. En revanche, dans le premier cas, formuler « j'ai remarqué que ton silence m'angoisse et j'ai peur de te perdre », ça change toute la donne. Parce qu'on parle de soi. C'est ça. Tu parles de toi. Tu exposes une vulnérabilité pure, sans du tout présumer des intentions de l'autre. Tu ne le places pas sur le banc des accusés. C'est fou la différence que ça fait. En fait, tu lui donnes le mode d'emploi de ton cœur à cet instant précis. Tu lui dis « voici ma faille, j'ai besoin d'être rassuré ». C'est une invitation à l'empathie plutôt qu'une déclaration de guerre. C'est une preuve de grande maturité émotionnelle. Oui, Mais c'est d'une difficulté inouïe. Parce que quand on est submergé par l'angoisse d'un silence radio, la réaction instinctive, c'est la colère, c'est l'attaque, c'est le réflexe de protection. c'est clair que la vulnérabilité demande un courage énorme. Et on en revient toujours à ça, en fait. La distance teste l'amour, non pas en mesurant sa capacité à souffrir ou à endurer, mais en mesurant sa capacité à s'adapter et à communiquer sainement. C'est la conclusion évidente de toute cette exploration. L'amour, loin des yeux, ne peut plus se contenter d'être un état passif. Léa, Antoine, Sarah et Mathieu nous montrent que pour survivre, l'amour doit devenir une action. Il se structure, il se planifie et il se verbalise avec une précision chirurgicale. C'est exactement ça. Si on doit retenir l'essence de ce décryptage, c'est bien que la proximité physique ne garantit absolument pas la connexion émotionnelle. Ah ça, non. On peut se sentir atrocement seul dans un lit double. Et inversement, des milliers de kilomètres ne sont pas une barrière infranchissable à l'intimité. Si l'on y met de l'intentionnalité, une confiance qui ressemble à un saut dans le vide et une communication désarmée, sans bouclier. Ces témoignages démontrent vraiment que le travail de fond, celui qu'on évite souvent quand tout est facile au quotidien, il devient tout simplement obligatoire à distance. Et le résultat, c'est une relation bien plus consciente de ses propres mécanismes. D'ailleurs, pour conclure l'analyse de cette pépite de Lucas, sur une note qui m'a bien fait sourire, Oui, je sais. le document mentionne à la toute fin le prochain sujet sur lequel il va se pencher. Et on reste dans la haute voltige relationnelle, je te le dis. Ah oui, je vois de quoi tu parles. Le titre annoncé, c'est « Sexe et argent, quand les finances refroidissent le lit ». Tout un programme. Autant te dire que si ce n'est pas la géographie qui menace de faire exploser un couple, c'est le compte commun. Ça prouve que les défis de l'intimité sont juste inépuisables. L'être humain en relation est une machine à complexité, c'est indéniable. C'est net. Mais bon, avant de clôturer ce sujet sur la distance géographique, il y a une dernière réflexion, un peu provocatrice peut-être, qui émerge de tout ce qu'on vient de se dire. Ah, je suis tout oui. Quelle est cette réflexion ? Eh bien, si on admet le postulat de Lucas, si la distance et l'absence forcent une communication d'une telle honnêteté radicale, si elles obligent à formuler ses désirs cachés, à exprimer ses peurs sans accuser l'autre, à remplacer ce fameux pilote automatique par une véritable intention de se connecter, Oui, si on prend tout ça en compte. et si au final, elles rendent chaque minute passée ensemble précieuse et vibrante,
Ne devrait-on pas en tirer une leçon radicale pour la norme? C'est-à-dire? Les couples qui vivent ensemble, sous le même toit, un peu empêtrés dans le confort anesthésiant de la routine quotidienne, ne devraient-ils pas, pour sauver leur propre relation, s'imposer volontairement de courtes périodes de séparation géographique? Oh, waouh! Juste pour réapprendre, consciemment, ce que ça fait de se manquer. Eh bien, c'est une sacrée question. Et on va laisser tout le monde méditer là-dessus aujourd'hui.